Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de racine de l'unité. Le contexte, c'est que je vais prendre n un entier naturel non nul, et mon but aujourd'hui, ça va être d'étudier l'ensemble un qui est constitué des nombres complexes dont la puissance énième vaut 1. Alors qu'est-ce que j'entends par l'étude ? La première chose, c'est l'étude en tant qu'ensemble. C'est-à-dire que je me demande si cet ensemble est fini, s'il est infini, et dans le premier cas, quel va être son cardinal. Une deuxième question que je peux me poser, comme je l'avais expliqué dans un des épisodes du Kepasso, c'est est-ce que cet ensemble est structuré ? Est-ce qu'il possède une structure de groupe, d'espace vectoriel, d'anneaux, etc. Enfin, une troisième chose que je peux me demander, c'est est-ce qu'il y a des propriétés remarquables pour les éléments ? Donc après avoir parlé de théorie des ensembles, après avoir parlé de structure algébrique, je pourrais, par exemple, avoir envie de parler de géométrie. Donc ça, ce sont trois axes que j'ai choisis, il y en a plein d'autres, ce sont trois axes que j'ai choisis pour étudier cet ensemble aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on va rechercher quels sont les éléments de un. Donc je vais prendre pour cela un élément z de un que je vais mettre sous forme exponentielle. Et je vais dire que z puissance n vaut 1. Donc z puissance n, ça vaut ρ puissance n fois exponentielle inθ, et ça vaut 1, puisque je suis dans un. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que comme ces deux derniers nombres complexes sont égaux, ils ont même module et même argument. Par conséquent, le module c'est ρ puissance n, qui vaut 1, et l'argument, à gauche c'est nθ, à droite c'est 0, et tout ça c'est modulo 2π. Alors maintenant, comment j'exploite ces informations ? Eh bien la première chose que je vais dire, c'est que ρ vaut 1. Parce que la seule racine énième de l'unité qui est positive, c'est 1. Et pour cela, je peux argumenter par exemple en disant que la fonction qui a un réel positif x associe x puissance n, c'est une fonction qui est bijective et que f de 1 vaut 1. Par conséquent, 1 n'admet qu'un seul antécédent par cette fonction, donc le seul nombre réel positif dont la puissance énième vaut 1, c'est 1. Donc ρ égale 1. Donc c'est très agréable puisque je viens de trouver le module de mon nombre complexe z. Maintenant, la deuxième information, on va revenir à la définition de qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de modulo 2π. Ça veut dire que nθ, c'est un multiple de 2π, et donc si j'isole θ, ça veut dire qu'il existe un entier relatif k, tel que θ, ça soit 2kπ divisé par n. Donc par conséquent, en notant que si k le nombre exponentiel de 2i kπ sur n, pour tout k entier relatif, je viens de démontrer que un, c'est l'ensemble de ces nombres-là, pour k qui appartient à z. Alors j'insiste bien ici sur le fait que j'ai raisonné par équivalence, et donc je dispose d'une égalité, et pas seulement d'une inclusion. Et la deuxième chose que je voudrais dire ici, c'est que, en classe préparatoire, on m'avait appris à l'époque qu'on n'était pas censé écrire un ensemble avec deux fois le même élément à l'intérieur. Ici, je réalise gaiement cet abus de notation, puisqu'on est entre nous, et j'estime que ça ne va pas engendrer de confusion. Donc ce que je peux penser dans un premier temps, c'est que c'est un ensemble qui est dénombrable. Peut-être est-il fini, mais en tout cas, j'ai démontré qu'il était dénombrable. Alors on va essayer de se représenter géométriquement un peu cette affaire-là, puisque exponentielle 2i kπ sur n, c'est pas très compliqué à représenter, ce sont des éléments du cercle trigonométrique. Alors si je fais le dessin pour n égale 5, par exemple, ce que je vais obtenir si j'en représente 5, ça va être, si je les relie, un pentagone régulier qui va être inscrit dans le cercle. Et on peut se demander, mais où sont les autres ? Puisque j'en ai représenté que 5, et moi j'ai dit a priori que k c'était un entier relatif. Eh bien en fait, on peut s'apercevoir que si on calcule xi5, ça va donner exactement la même chose que xi0. Si on calcule xi6, ça va donner exactement la même chose que xi1. Et de la même manière pour xi7, et ainsi de suite. Donc en fait, quand j'ai marqué k appartient à z, en fait on s'aperçoit qu'on tourne en rond avec cette chose-là, et qu'il n'y a pas une infinité dénombrable de racines de l'unité, mais que géométriquement, clairement, ici, pour n égale 5, il y a exactement 5 racines de l'unité. Donc, je vais mettre en route pour démontrer ça. Alors, quelle est l'idée principale ? Eh bien, par exemple, on peut se consacrer à xi2. On voit que xi2, ça va être xi7, ça va être xi12, ça va être xi17. En gros, tout ce qui importe, c'est le reste de l'indice dans la division euclidienne par 5. Puisque finalement le point commun entre 2, 7, 12, 17, etc., c'est que le reste dans la division euclidienne par 5, ça vaut toujours 2. Donc je vais entreprendre une telle division euclidienne. Donc je vais prendre un entier relatif k,
je vais considérer Q et R l'unique couple tel que K est égal à NQ plus R, dont l'existence et l'unicité me sont données par le théorème de la division euclidienne, et je vais calculer xi K. Normalement, je sais ce que je dois trouver. Je dois trouver xi R. J'ai dit que ce qui m'importait, c'était le reste. Alors si je calcule ça, que je remplace K par NQ plus R, ça me donne cette expression, que je peux décomposer en disant que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Ça fait exponentielle 2i à la puissance Q fois exponentielle 2irpi sur n. Sauf que maintenant, Q étant un entier et exponentielle 2i fait 1, donc du coup ce premier terme vaut 1, et ce qui me reste, exponentielle 2irpi sur n, eh bien c'est ce que j'ai appelé xi R. Et donc ça confirme bien mon dessin, où je t'avais fait l'exemple avec xi7 et xi2 qui sont exactement au même endroit, puisque 2, c'est le reste dans la division euclidienne de 7 par 5. Et donc ce que j'ai démontré, comme ça, c'est que UN, c'était l'ensemble des xi K, non pas pour K appartenant à Z, mais pour K entier, compris entre 0 et n-1, les valeurs possibles d'un reste dans la division euclidienne d'un entier par n. Donc finalement c'est un ensemble fini, et ça c'est confirmé par le dessin géométrique qu'on a fait juste avant. Alors encore une fois, je réalise ce même abus en potentiellement notant 2 fois le même élément dans cet ensemble-là. Pour l'instant je ne sais pas encore que j'ai bien n racines de l'unité. Le dessin me dit que oui, donc le dessin me dit que normalement, la deuxième notation est correcte, mais je ne l'ai pas encore démontré. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Alors je te fais remarquer, pendant que j'efface, qu'en fait, pour démontrer que UN est un ensemble fini, il n'y avait pas besoin du tout de faire tout ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, l'ensemble UN, c'est l'ensemble des racines complexes du polynôme x puissance n-1. Il y a un théorème qui dit que un polynôme de degré n admet au plus n racines distinctes complexes. Donc je pouvais obtenir ça directement. Mais ici, c'est pas cet angle-là qu'on propose en général, et on peut montrer ici les choses à la main. Et c'est très intéressant justement cette idée de division euclidienne. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, comment je montre que les éléments de mon ensemble sont distincts? Eh bien, je vais prendre 2 entiers tels que xi K est égal à xi N, donc je vais supposer qu'il existe 2 indices différents tels que mes valeurs de xi soient égales, et je vais démontrer que forcément k égale L, donc que tous les éléments sont distincts. Alors qu'est-ce que ça veut dire que xi K est égal à xi L? Eh bien ça me donne cette égalité-là, en remplaçant ces symboles par leur définition. Ensuite, si je fais tout passer d'un côté en divisant par la deuxième exponentielle, ça me donne cette égalité-là, par propriété de l'exponentielle. Maintenant je vais dire que cette dernière égalité est équivalente à dire que les arguments sont égaux. Normalement, je dois dire module et argument sont égaux, mais ici les modules font tous les deux 1, donc je retire cette information-là. En revenant à la définition de cette histoire de modulo de pi, ici je l'écris sans simplifier, ça veut dire qu'il existe un entier relatif tel que 2 facteurs de k-l pi sur n, ça soit un multiple entier de 2pi, donc 2p pi. Et donc si je multiplie tout ça par n et que je divise par 2pi, ça me donne finalement qu'il existe un entier relatif tel que k-l, ça soit n fois p. Alors ici je me dis, est-ce que je suis proche de mon but ou pas? Moi mon but, c'était de démontrer que k est égal à L. Et j'ai démontré que k moins L, donc moi je veux montrer que ça fait 0, j'ai démontré que ça fait un multiple de np. J'ai plus qu'à espérer que forcément, p est égal à 0. Et en fait c'est le cas. Puisque ce que je peux démontrer très facilement, c'est que la valeur absolue de k moins L est plus petite que n-1. Pour cela je peux réaliser un encadrement de k moins L. Sauf que np, en valeur absolue, c'est plus grand que n dès que p est différent de 0. Donc pour que la valeur absolue de gauche soit égale à la valeur absolue de droite, j'ai pas le choix. Il faut forcément que p égale 0. Sinon, en raisonnant par l'absurde, j'obtiens une contradiction. Et donc finalement, ce que ça me donne, c'est que k est égal à L. Alors ici, j'ai raisonné par équivalence, mais en fait je me rends compte que c'était pas très utile, et c'est un peu prendre des risques pour pas grand chose, parce que mon seul but c'était d'obtenir k égale L. Il n'y a pas besoin de remonter. Mais ici tu peux vérifier que je peux remonter toute cette chaîne d'équivalence. Et donc je conclus glorieusement en disant que les éléments de mon prétendu ensemble sont distincts. Alors je dis prétendu ensemble parce que tout à l'heure je l'ai mal noté. Mais maintenant je peux conclure que UN, c'est bien l'ensemble, j'ai le droit d'employer cette notation, des xi K, tel que K ce soit un entier entre 0 et n-1. Donc ça veut dire que UN c'est un ensemble fini de cardinal n, et en plus je possède une écriture très agréable de tous ces éléments, en plus d'une représentation géométrique. Alors ça règle complètement ma première question que j'avais posée tout en haut, c'est-à-dire que j'ai démontré que l'ensemble était fini de cardinal n.
Donc je suis en train d'effacer tout ça, et je vais recopier les informations essentielles. On a noté xi k qui valait exponentielle de 2i capi sur n, et j'ai obtenu une expression simple du coup de tous les éléments de un, qui sont, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'ensemble des racines complexes de x puissance n-1. Alors maintenant, la représentation géométrique que j'ai obtenue me laisse penser, quand même, qu'il y a peut-être une structure algébrique pour les éléments de l'ensemble. Alors ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que 1, c'est un élément de un, pour tout n. 1 est toujours une racine nème de l'unité. Et si je prends deux entiers compris entre 0 et n-1, alors en fait je m'aperçois que le produit de deux racines de l'unité d'indice k et l, ça me donne xi k plus l, qui est un élément de un du coup, comme on l'avait montré tout à l'heure, et si je calcule l'inverse de xi k, ça me donne xi moins k, et donc c'est aussi un élément de un. Alors comme je l'indique ici, k plus l et moins k ils sont pas forcément dans le bon intervalle, mais si je voulais me ramener à un xi d'indice qui est compris entre 0 et n-1, je procéderais par division euclidienne, tout comme j'ai écrit xi 7 est égal à xi 2. Alors du coup, comme en plus de tout ça, un c'est un sous-ensemble de C étoiles, ça me démontre finalement que un muni de la multiplication, c'est un sous-groupe de C étoiles avec la multiplication. Donc il y avait bien une structure algébrique derrière tout ça. Il y a la structure de groupe. Alors ici j'ai fait la démonstration piétonne en mode découverte, mais maintenant si tu veux faire flamber un peu, tu peux aussi montrer que l'application phi qui à z associe z puissance n, de C étoile dans C étoile, c'est un morphisme de groupe. Et que un, c'est le noyau de ce morphisme de groupe. Donc ici la structure émane directement de la construction de l'ensemble. En l'occurrence, moi c'est pas vraiment comme ça que je l'ai conçu à la base, mais c'est une démonstration qui est très élégante. Et enfin je vais rajouter une dernière chose concernant la structure, c'est que pour tout entier k, je peux dire que xi k, finalement c'est xi 1 à la puissance k, par propriété de l'exponentielle. Et donc du coup ça veut dire que tout élément du groupe est une puissance d'un élément. Et donc on dit que un c'est un groupe cyclique d'ordre n, puisqu'il contient n éléments. Et je suis très rassuré en fait, parce que tu vois dans la structure, l'intelligence des mathématiques est aussi dans sa terminologie, et quand je te parle de groupe cyclique, tu vois que sur mon dessin, je disais tout à l'heure, on tourne en rond. Et donc tu vois en fait ici la résonance entre le mot cyclique et le mot tourner, et c'est pas du tout un hasard. C'est vraiment fait exprès pour augmenter la compréhension qu'on a des concepts qu'on manie dans des cas plus abstraits. Voilà qui en termine pour la structure. Maintenant je vais me consacrer à quelques propriétés des éléments. Parce qu'ici je vois que j'ai un pentagone qui est régulier, et 0 ça a l'air d'être son centre, restons vagues. Alors je vais essayer de démontrer une propriété qui traduit ce fait géométrique que j'ai obtenu ici sur un dessin. Alors tu peux aussi te demander pourquoi je l'avais fait pour n égale 5, j'en profite ici pour te le dire, c'est qu'il s'avère que un polygone comme ça régulier à 5 côtés, on peut le construire à la règle et au compas, c'est quelque chose de mythique en classe préparatoire, et je te mettrai une vidéo dans la description pour te montrer quelqu'un qui fait cette construction justement avec sa règle et son compas. Alors ce que je vais faire c'est que je vais calculer la somme de k égale 0 à n-1 d'xi k. Donc je calcule la somme de toutes les racines de l'unité. Je peux dire que c'est la somme pour k égale 0 à n-1 des exponentielles 2i capi sur n. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, xi k c'est xi 1 à la puissance k, donc je peux aussi écrire ceci. Sauf que maintenant, je me dis mais ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique, de raison xi 1. Donc j'ai une formule pour calculer ça. Alors pour ça, pour que la formule fonctionne, et pour que j'ai cette idée de polygone régulier, la moindre des choses, ça serait que n soit plus grand que 2, auquel cas j'aurais xi 1 qui est différent de 1. Et du coup, si je fais le calcul, eh bien ça me donne 1 moins xi 1 puissance n sur 1 moins xi 1, sauf que xi 1 puissance n, c'est censé faire 1, donc finalement ça me donne 0, puisque xi 1 c'est un élément de un. Alors qu'est-ce que ça me démontre, cette affaire? Eh bien ça me démontre en fait que l'origine du plan complexe, ici que j'ai fait sur le dessin, c'est le centre de gravité du pentagone régulier que j'ai dessiné, et aussi on peut dire que c'est l'isobarycentre de ces sommets. Donc là je t'ai donné le point de vue un peu de la physique, et le point de vue aussi de la géométrie avec cette affaire de barycentre, qui, je crois, n'est plus au programme de lycée. Mais peu importe, c'est toujours très intéressant d'aller chercher de nouvelles choses à apprendre. Alors ça termine en fait complètement les propriétés des éléments, mais avant de terminer sur les racines de l'unité, j'aimerais bien terminer sur les racines énièmes d'un nombre complexe quelconque. Parce qu'en fait, on peut se demander, c'est bien beau d'avoir les racines énièmes de 1, mais si je veux les racines énièmes de -1, comment ça se passe?
Donc c'est pour cette raison que je vais étudier l'ensemble Zn, que j'ai écrit ici. Alors ce que je vais faire, c'est que mon nombre u que j'ai choisi, je vais le mettre sous forme exponentielle, puisque tout à l'heure c'était une recette qui avait parfaitement fonctionné. Et en fait, ce que je peux voir, c'est que j'ai une racine nème qui est évidente. Je peux prendre z0, qui vaut ρ à la puissance 1 sur n, fois exponentielle iθ sur n. De fait, si tu mets ça à la puissance n, tu vas trouver u. Donc j'ai trouvé une racine, simple. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est que si je prends une racine quelconque de Zn, je vais dire que z puissance n, ça vaut u. Sauf que u, ça vaut z0 à la puissance n. Donc du coup, je peux dire que cette ligne-là est équivalente à dire que z sur z0, le tout puissance n, vaut 1, puisque z0 est non nul. Mais ça m'arrange extrêmement bien, parce que ça veut dire que z sur z0 est une racine énième de l'unité. Donc finalement, ça fait le rapport avec ce que je viens de faire juste avant. Et en fait, c'est cette racine évidente, cette solution particulière, qui m'a permis de voyager d'un cas standard à un cas où on a fait un petit décalage en fait. C'est un peu comme avec les équations différentielles, avec la solution particulière et la solution homogène. C'est aussi pareil pour les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, avec un second membre par exemple. Il y a toujours cette chose-là, de cas standard et de cas particuliers qu'on peut récupérer en faisant une petite manipulation. Alors du coup, je peux dire que z sur z0 est un élément de un, comme on disait. Donc ça veut dire que z, c'est z0 fois un élément de un. Alors je sais pas si cette notation-là est autorisée, Z0UN, en classe préparatoire dans l'enseignement supérieur, en tout cas les mathématiciens utilisent cette notation, mais si je veux pas prendre de risque, je veux dire que c'est l'ensemble des Z0 fois xi, où xi c'est un élément de UN. Et donc je peux conclure, finalement, en remplaçant xi par les valeurs explicites que j'ai trouvées dans un premier temps, que Zn c'est l'ensemble des ρ puissance 1 sur n exponentielle de i facteur de θ sur n plus 2 capi sur n, pour k, un entier entre 0 et n-1. Alors avant de terminer cette vidéo, je veux dire quand même à quoi ça correspond, parce que c'est une formule qui est assez infâme, mais en fait c'est très simple, c'est que par rapport à mon pentagone régulier, si on prend le cas de n égale 5, que s'est-il passé? Eh bien en fait, j'ai augmenté l'argument de θ sur n, en physique on appellera ça un déphasage, et ça correspondrait en fait à faire tourner mon polygone régulier, mon pentagone régulier ici, que je vais devoir lui faire subir une rotation, d'angle θ sur n, et ensuite il a aussi fallu que je multiplie une racine énième de l'unité par ρ à la puissance 1 sur n, ce qui correspond géométriquement à une homothétie. Donc si je te laisse avec un petit exercice, tu peux essayer de calculer les racines énièmes de 2i en utilisant cette formule-là, et je te conseille d'essayer, même avec des valeurs approchées, de les représenter géométriquement. Et tu verras que si tu prends les racines cinquièmes, tu vas obtenir un pentagone qui est un peu plus gros, et qui est un peu tourné. Si tu veux pas de valeur approchée, tu peux calculer les racines quatrièmes si tu veux de 16 fois i. Ça va te donner un joli dessin. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve dès demain pour te parler d'inégalités triangulaires. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.